Je remercie Frédéric Paradis d'avoir organisé cette session et Emmanuel Hervé d'avoir accepté de l'animer. Elle a toute l'expertise et toute l'expérience pour nous expliquer quels sont les voies et moyens pour se sortir de ces difficultés de communication. Je crois que c'est un sujet Océane. Je vais me mettre là. Oui. C'est un sujet Océane tout à fait d'actualité. La caméra va bouger. Voilà, bonjour à tous. Voilà, c'est pour vous dire que nous, c'est un sujet qui est très important et dont on s'occupe notamment à double titre, parce que la conformité nous met de plus en plus d'obligations, et je discutais encore hier avec une négociatrice du MEDEF hier soir, et qui commence à protester de toutes les obligations qu'on met de plus en plus sur les entreprises, et qui peuvent se traduire d'une part par un manque d'agilité et d'autre part des voies tracées pour nos concurrents, et notamment asiatiques ou nouveaux acteurs en Afrique. Mais il y a aussi l'aspect image et communication. Et donc, cette histoire de conformité, me semble-t-il, est un champ assez idéal pour nos adversaires qui veulent faire du mal aux entreprises. Et donc, c'est très commode d'attaquer un adversaire économique, et donc nous, par exemple, nos entreprises en Afrique, par ce biais de la conformité. Et comme c'est plutôt dans l'état d'esprit actuel de la bien-pensance, etc., c'est en plus un sujet qui va plutôt emporter l'adhésion de l'opinion. Et puis le deuxième sujet qui motive cette question aujourd'hui, c'est la question assez sempiternelle, mais maintenant, à mon avis, qui s'aggrave, de l'image des entreprises françaises, notamment sur les réseaux, des entreprises françaises en Afrique, sur les réseaux sociaux. Vous savez que l'image de la France en Afrique n'est pas bonne. Nous faisons aussi un sondage sur les leaders d'opinion depuis maintenant 2 ans, qui s'appelle Africa Leads, et il est ressorti de ce sondage que la France est 7e en termes d'image et même 8e en termes d'impact ressenti de l'action de la France dans leur pays. Donc les Africains disent, vous êtes simplement 8e en impact positif. Quand on voit ce qu'on fait en termes militaires, diplomatiques, culturels, aide publique au développement et implantation de l'entreprise, c'est plus que décevant. C'est même, on trouve ça qu'il y a une certaine injustice, mais tous ces sentiments s'expliquent. Et cette image de la France se traduit quelquefois, pas toujours, mais quelquefois sur l'image des entreprises françaises en Afrique. Alors là, il y a un double pan, me semble-t-il, je pense qu'Emmanuel va en parler. Il y a l'image en France des entreprises qui travaillent en Afrique, qui leur met très souvent une espèce de ressenti négatif. Ah, vous travaillez en Afrique, donc vous avez affaire à la corruption, et donc ça ne marche pas, etc., etc. Vous exploitez les matières premières. Enfin, il y a toute une vulgate qui est transportée à peu près par la moitié de l'opinion, qui peut nuire quelquefois à l'image. Et j'ai malheureusement le regret de constater que quelques groupes, compte tenu de la taille relativement modeste des marchés en Afrique, préfèrent ne pas y aller pour ne pas abîmer leur image. Pourquoi aller en Afrique sur des chiffres relativement modestes, alors que mon image risque d'être durablement et fortement abîmée en France? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est évidemment les attaques qui peuvent avoir lieu dans les pays africains eux-mêmes, qui, à mon avis, sont assez largement manœuvrés par des forces, et c'est en réalité des outils politiques qui sont donnés à des opposants qui, par le biais de l'attaque des entreprises françaises, veulent servir des ambitions politiques ou voire même attaquer les gouvernements locaux. Alors, on se souvient de ce qui s'est passé au Maroc, où un grand groupe français qui s'est fait attaquer, qui a perdu la moitié de ses ventes en 3 mois. Mais il y a aussi d'autres groupes français très connus qui sont attaqués sur des sujets plus ou moins justifiés. Et on ne sait jamais s'il faut répondre, s'il ne faut pas répondre, et quelle est la tonalité qu'il faut prendre dans les réponses. Est-ce qu'on fait quelque chose d'agressif? Est-ce qu'on fait quelque chose de factuel? Est-ce qu'on met en avant du positif? Est-ce qu'on répond pied à pied? Et donc, c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est très utile, et en sachant que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça va de plus en plus vite, et contrer cela est extraordinairement difficile. Les fake news, maintenant tout le monde sait ce que c'est, voilà ce que ça peut rapporter. Et je vous rappellerai simplement pour conclure, je ne sais plus qui avait dit ça, mais la grande maxime, calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose, ce qui est quand même assez utile pour des adversaires. Donc on est très désireux d'écouter ce que Emmanuel va nous dire, et merci à Frédéric d'avoir choisi ce thème. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci Étienne pour cette introduction qui me semble très, très importante et très utile parce qu'elle centre bien le débat.
Pour donner la parole à Emmanuel, qui aura toute l'occasion de se présenter encore mieux que ce que je pourrais faire, l'idée de la commission aujourd'hui, en dehors de tout ce que vient de rappeler Étienne très justement, c'est de rappeler à tous ceux qui travaillent sur la compliance que lorsque les choses commencent à aller mal, à savoir que des informations sortent sur une affaire, sur un dossier, sur une filiale, sur une situation, les choses peuvent s'emballer très vite, ça dure généralement longtemps et les personnes de la compliance ne doivent pas se dessaisir de ces questions-là parce que on le voit très bien que la communication autour de ces dossiers nécessite d'avoir une très bonne coordination entre les spécialistes de la communication et les spécialistes de la compliance et ou du juridique et ou du risk management et ou un certain nombre d'autres départements de l'entreprise et que donc il fallait pouvoir attirer votre attention et vous donner peut-être les premières clés pour pouvoir traiter ou vous aider à traiter cet aspect des sujets. Je donne donc tout de suite la parole à Emmanuel, que je remercie vraiment beaucoup de sa présence. Vous l'avez vu et vous le savez bien, Emmanuel est vraiment une spécialiste de ces questions-là. On l'entend partout sur les bonnes et les très bonnes chaînes de télévision et de radio. Donc, c'est vraiment une grande joie pour nous, un grand honneur de pouvoir accueillir Emmanuel et de l'entendre. Et bien évidemment, d'échanger. On a un outil relativement performant pour cela, donc n'hésitez pas. Emmanuel, merci encore. Merci, merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus tellement, Océane, donc je ne vous vois pas, mais j'espère que vous allez, n'hésitez pas à participer, à poser des questions. Les questions-réponses, c'est dans le petit onglet Q&R là. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez aussi participer dans la discussion. Je sais que Sandrine est aux manettes derrière pour prendre les questions, parce que quand on va lancer le PowerPoint, je ne suis pas sûre de pouvoir voir les choses en même temps. Alors, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas et extrêmement rapidement, donc je m'appelle Emmanuel Hervé, je suis membre du CIAN depuis déjà de nombreuses années. J'ai vécu plus de 15 ans en fait entre le Moyen-Orient et l'Afrique, donc ce sont des endroits que je connais bien. Mon métier, c'est la gestion de crise et la gestion de la communication de la crise. Et donc voilà, j'ai un cabinet en France qui exerce, enfin, on travaille sur l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. On va peut-être présenter un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était autour de la corruption, mais pas des faits de corruption en tant que tel. On va pas travailler la partie juridique de la corruption, mais véritablement, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bien entendu, on se doute que dans vos sociétés, dans toutes les filiales, dans toutes les usines, dans toutes les petites parties d'activités que vous avez en Afrique, c'est très compliqué à contrôler. Les exigences, évidemment, sont très fortes, mais on n'est pas à l'abri quand même de quelque chose qui pourrait sortir. Et comme Étienne le disait, ça peut tout aussi bien être faux, en fait, ou être le fait d'un concurrent. Voilà. Et on va essayer de décrire un petit peu le phénomène. Comment ça marche, en fait, quels sont les enchaînements à travers un certain nombre d'exemples. J'ai pris 2 exemples qui se sont passés en Afrique, un en Namibie et un en Afrique du Sud, pour vous montrer à quel point, une fois que c'est dehors, eh bien, la défense est extrêmement compliquée et quels sont peut-être les grands principes à respecter pour gérer au mieux ce type de situation. Alors, si ça vous va, je vais… Voilà. Tout le monde voit. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui déclenche en fait les crises liées à des divulgations sur des éléments de corruption. Quels sont les impacts, bien sûr. On va regarder les différentes réactions possibles en fait de l'entreprise en termes de communication. Et puis, on va résumer tout ça. Alors, je commence par les lanceurs d'alerte, qui sont bien entendu le bras armé du combat contre la corruption, ou en tout cas c'est comme ça que c'est vu. Donc vous voyez ce petit article de Johannesburg à Kinshasa, les lanceurs d'alerte en première ligne. Donc c'est
c'est un moyen, j'ai envie de dire, que ce soit dans nos démocraties ou en Afrique, de pouvoir, si je reviens en fait à la philosophie de Julian Assange, qui est cette philosophie de la dictature finalement de la transparence, c'est un moyen qui est vu comme un pouvoir contre la corruption. En fait, l'idée mère, ou l'idée, j'ai envie de dire, dans la culture de la chose, c'est si vous détenez des secrets, si vous faites des choses qui ne sont pas visibles, si vous n'êtes pas transparent, ça veut dire que il y a une spoliation, soit de l'entreprise vers le pays, soit de l'État vers sa population. Et donc, le lanceur d'alerte est considéré et vu comme le chevalier blanc. Donc, c'est quelque chose de très positif qui aussi met sa vie en danger, j'ai envie de dire parfois, pour démontrer l'exigence de la transparence et pour sortir des choses qui sont cachées et qui sont de l'ordre de la turpitude. Alors ça, c'est le beau principe. Et puis après, je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais c'est aujourd'hui, pour beaucoup de cas, le bras armé du FCPA aux États-Unis, puisque la SEC, Security and Exchange Commission, que vous connaissez peut-être, paye en fait. Les lanceurs d'alerte sont rémunérés. Et vous voyez là un certain nombre de chiffres. Donc, par exemple, 2018, 13 personnes, 13 lanceurs d'alerte avaient reçu 168 millions de dollars. Vous voyez un petit peu les dernières releases. Donc, il y a les press releases de la SEC qui dit on est très content parce que il y a trois lanceurs d'alerte qui ont révélé des choses et le principe, c'est ça, c'est the whistleblower, a company insider provided information that would have been difficult to detect in the absence of tip and provided extraordinary assistance to SEC staff, resulting in the return of money to investors. Donc, le principe, c'est allez-y, dénoncez, on va vous payer, on va vous protéger. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement traité 2 affaires comme ça en Afrique. Et ça fait énormément de mal aux sociétés françaises qui étaient, dans ce cas-là très précis, qui étaient ciblées. Et donc, il y a eu en fait une certaine façon de corrompre quelqu'un qui était à l'intérieur de cette entreprise française. On lui a promis monts et merveilles, on lui a dit voilà, c'était un Africain, tu vas venir habiter aux États-Unis, on va te payer très cher, on va payer les études de tes enfants, etc. Mais il faut dénoncer, il faut trouver des trucs. Évidemment, quand on cherche, on finit par en trouver. Et in fine, l'entreprise française s'est retrouvée arrêtée par le FBI quand ils ont mis les pieds aux États-Unis. Et ouverture d'une enquête FCPA par le DOJ et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ça, c'est effectivement un combat, en fait, qui est très actuel entre les pays d'Europe et les États-Unis. Alors, le modus operandi, un petit peu, de lanceur d'alerte, c'est qui le profil type. Généralement, c'est quand même quelqu'un qui est un membre de l'exécutif, qui a accès à des informations. Il faut quand même qu'il y ait un peu de matière. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, il y a celui qui est choqué, effectivement, par les pratiques, qui se dit non, tout cela n'est pas… je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses, j'assimile ça à de la corruption, j'assimile ça à de la manipulation, donc je me porte en chevalier blanc et je vais dénoncer quoi qu'il en coûte. Il peut être attiré par l'appât du gain. Et le plus souvent, en fait, c'est quelqu'un qui exprime par là une vengeance liée à une frustration, soit son chef n'est pas sympa, ou alors il y a eu véritablement quelque chose, il y a eu un harcèlement, ou vient de se faire licencier, il est parti avec des infos. Donc, voilà un petit peu les raisons pour lesquelles il va bouger. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rendre évidemment possible et ils vont diffuser des informations sensibles de tous ordres. Ça peut être des extraits de comptes, ça peut être des vidéos qu'ils ont tournées à l'insu des gens, ça peut être des emails, voilà, ça peut être toutes sortes de choses.
Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça dépend un petit peu de leur état d'esprit. Là, pour le coup, les chevaliers blancs vont quand même être plus tentés d'aller vers les ONG. Ceux qui ont été rémunérés, évidemment, vont aller donner l'info à l'État qui les a payés. Et ils peuvent aussi être dans un esprit complètement pirate, à la type Anonymous, et balancer toutes les infos dans le dark web et donner ça aux plus offrants ou à ceux que ça intéresse le plus. Alors, quel est le risque pour eux? C'est quand même extrêmement risqué parce que, et on le verra avec l'exemple qui suit, et en Afrique notamment, à partir du moment où il y a une réalité mafieuse, une réalité effectivement de corruption, cette action de dénonciation, vous allez quand même risquer votre peau, hein, très clairement. Mais j'ai envie de dire des gens comme vous et moi, des sociétés qui essayent de faire au mieux, eh bien, on va être très démunis parce que ce lanceur d'alerte va être protégé, voire rémunéré. Et donc, derrière, les impacts, on en parlera, sont de tous ordres, médiatiques, judiciaires, financières, et ça bat véritablement sur l'entreprise. Alors, un premier petit exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, c'est la société Samergy qui était islandaise, ce sont des pêcheurs, hein, c'est quand même une très, très grande entreprise. Et voilà, je vous présente donc Johannes Svensson, qui est le lanceur d'alerte, qui était le patron des opérations en Namibie et qui a, voilà, la coupe est pleine. Lui, on est vraiment sur une question d'éthique. Et il a rassemblé des documents, à peu près 30 000 documents, et qu'il a donné à Wikileaks. On en reparlera, mais Wikileaks, c'est une ONG qui a été créée par Julian Assange, qui est toujours extrêmement active. Et il faut bien garder en tête que des gens comme Wikileaks, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont énormément de moyens. Ils reçoivent des dons, ils gagnent des procès. Donc, on n'est pas, c'est pas du tout des acteurs qui font les choses à la petite semaine. Donc, ces documents vont incriminer à la fois le PDG de Samergy et puis, et surtout, un certain nombre de ministres et de hauts responsables namibiens. Donc, le sujet, c'est les quotas de pêche et comment est-ce qu'on détourne. Hein, c'est décrit ici, le cash for quota scandal. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on détourne les quotas de pêche qui étaient pour la pêche vivrière pour la Namibie au profit d'une entreprise islandaise. Donc, la publication est datée du 12 novembre 2019 et en cascade, le lendemain, démission du ministre de la Justice, démission du ministre de la Pêche et démission du PDG. Et au jour d'aujourd'hui, enfin le 17 janvier en tout cas, 2020, donc à peu près une année, pas une année après, 2 mois après, Samergy avait arrêté ses activités en Namibie. Alors, je vous montrer par là aussi comment est-ce que c'est propagé. Vous voyez Johannes Svensson le 31 décembre, vous voyez qu'il est en train de tweeter. À ce moment-là, il est parti d'Afrique, il est rentré chez lui, il est sous protection policière. Et donc, Wikileaks va sortir les documents, mais est aussi très en lien avec Al Jazeera. C'est Al Jazeera qui va finalement répandre l'information, parce que pas tout le monde va regarder Wikileaks tous les 5 minutes. Et donc, il y a une grande interview de Johannes Svensson juste après le fait que les documents soient sortis. Et c'est ça qui, évidemment, met le feu aux poudres. Et l'émission, bien sûr, va être relayée. Là, vous voyez, elle est relayée en Namibie. Là, vous pouvez, il y a tout la vidéo de l'émission en langue locale. Et évidemment, Al Jazeera, ça ne vous aura pas échappé. Bon, même s'ils sont pas tellement, ils sont plutôt en régression en ce moment, c'est quand même 25 millions de téléspectateurs au Moyen-Orient et en Afrique. Donc, c'est vraiment la traînée de poudre. Et bien entendu, après la médiatisation, ce qui se passe, c'est que même si les autorités n'étaient peut-être pas très promptes à aller ouvrir une enquête, etc. Quand c'est partout dans les médias, quand c'est partout sur les réseaux sociaux, ils n'ont plus le choix, en fait. C'est ça qui se passe.
c'est que dans un temps un peu différent, si la médiatisation n'avait pas été aussi violente, aussi internationale, aussi forte, on aurait pu se dire que, OK, on regarde les choses, on ne lance pas tout de suite une judiciarisation, etc. Mais là, si vous voulez, les différents ministères de la justice, que ce soit en Namibie, mais aussi en Norvège, mais aussi en Islande, etc., sont obligés d'ouvrir des enquêtes. Donc voilà, c'est la Al Jazeera. Donc ça s'appelle Anatomy of a Bribe. C'est les investigations, c'est le cache investigation d'Al Jazeera. Et ça expose, ça va jusqu'au président. Et donc là, vous voyez que l'affaire est reprise. Studin, c'est des médias qui sont norvégiens, donc l'Islande, la Namibie, la Norvège. Très, très rapidement, ça s'enflamme partout et c'est tout à fait international. Mais c'était vrai ou pas? Oui. Alors, du coup, c'est peut-être une bonne chose. Alors, effectivement, c'était vrai, parce que je vous l'ai montré par là, c'est la cascade des choses. Oui, c'est une bonne chose, sauf que le PDG, le CEO de Summergy à l'époque, qui a été obligé de démissionner, c'est pas tout à fait certain. En fait, ça faisait 40 ans qu'il gérait cette société-là. Ça a fait beaucoup de mal à la société. C'est pas certain qu'il était lui-même impliqué finalement dans ce trafic-là, dans ce pays-là en particulier, etc. C'est toujours cette difficulté-là qu'on a finalement de casser une marque, de casser la réputation d'une entreprise dans son entièreté. Et quand l'exemple suivant qui est KPMG va également montrer à quel point quelque chose qui se passe quelque part va taper en fait très très fort sur la marque et on ne l'a pas forcément contrôlé. Est-ce que le lanceur a été rémunéré dans ce cas-là? Il a été rémunéré rémunéré. Il a été protégé, rapatrié, soigné parce qu'il était quand même devenu un peu parano. Enfin, c'est très compliqué quand même pour lui par Wikileaks. Mais payé ou pas? Payé en tant que tel, non. Pas rémunéré. Etc. Mais logé, protégé, rapatrié, etc. Effectivement par Wikileaks. Est-ce qu'il a volé des pièces pour ça? Il était patron des opérations en Namibie, donc voler, est-ce que ça s'appelle du vol? Disons qu'il a rassemblé des éléments qu'il était censé avoir finalement, parce qu'il était aussi au cœur du système. Alors, bon, un petit mot sur cette affaire qui est extrêmement connue, le Gupta Gate, l'implication de KPMG et les conséquences sur cette entreprise, Bell Pottinger. Donc, là, le lanceur d'alerte n'est pas connu. Il a été extrêmement protégé par cette plateforme de protection que vous connaissez peut-être, dont je vais reparler. Le relais a été international, le scandale a été extrêmement relayé. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand quelque chose de cet ordre arrive, et en particulier quand c'est justifié, vous allez avoir ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi un casier médiatique. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous tapez sur Google KPMG Afrique du Sud, voilà ce qui tombe. Bon, et ça, j'ai mis ça hier soir, c'est-à-dire que c'est au jour d'aujourd'hui, KPMG, avec les moyens qu'ils ont, n'ont pas pu contrôler le fait que quand on tape sur Google KPMG, c'est ça qui vient. Et c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vous vendent du nettoyage du net, etc. Il ne faut pas croire, c'est extrêmement compliqué de véritablement s'en défaire. Alors, il y a des techniques, il y a des choses qu'on peut travailler, mais globalement, vous avez ce casier médiatique qui va vous coller, qui va coller à votre nom et qui va rester là pour longtemps, quoi que vous fassiez. Alors, parlons un petit peu des ONG, de leur façon de fonctionner, de leur lien avec les médias, avec les réseaux sociaux en particulier, donc celle-là que vous connaissez peut-être. Il est important de s'en préoccuper. C'est pas
j'ai envie de dire, qui sont-elles? Est-ce que vous les considérez comme des ennemis ou pas? Ce ne sont pas, a priori, on n'a aucune raison de les considérer comme des ennemis. En revanche, il est important de comprendre comment ces gens fonctionnent, qui est à leur tête. Parfois, ces ONG ne sont d'ailleurs pas exemptes de corruption elles-mêmes. Hein. Je rappelle quand même Oxfam et d'autres scandales. Une coopération avec ces ONG est tout à fait, a priori, quelque chose qui serait de l'ordre de la bonne idée. Alors, pas avec toutes, pas n'importe comment, mais si vous pouvez entretenir une relation avec elles, qui est une relation suivie, qui est de dire « je vais vous expliquer tout ce que je fais chez moi pour éviter les phénomènes de corruption, je vais vous ouvrir les portes, je vais vous expliquer quels sont nos protocoles, quels sont nos moyens de contrôle, etc. » Et d'ailleurs, si jamais il y a quelque chose que vous repérez, on est là, on vous dit qui on est, on se met en relation et on travaille ensemble en fait à améliorer finalement les choses en Afrique. Ça paraît être une stratégie qui vous protège énormément, puisque si vous arrive quelque chose, quoi que vous fassiez, vous serez quand même le grand méchant. Quoi que vous fassiez, il n'y a pas de présomption d'innocence. Vous êtes le grand capital et en plus le grand capital blanc. Donc en fait, vous avez a priori tout faux au départ. Et donc, si une ONG qui a pignon sur rue est capable de dire « non mais attendez, minute papillon, moi ces gens-là, je les connais, ça fait X années qu'on se connaît, qu'on se parle, ils sont très ouverts à la discussion, je sais comment ils fonctionnent, et bon, on va quand même pas on va aller regarder ce qui se passe et ce qui vient de sortir. Cependant, attendons un peu d'essayer de vraiment comprendre un peu mieux. Ça va vous donner un petit peu de temps. Donc, certaines ONG que je montre là sont spécialisées dans l'anticorruption. Elles ont des moyens tout à fait substantiels et elles s'emparent des sujets qui sont donnés par les lanceurs d'alerte et elles vont les aider, ces lanceurs d'alerte, à constituer le dossier. Donc, elles vont les protéger, elles vont leur expliquer de quoi ils ont besoin, elles vont payer des avocats. Dans le cas de Stephenson, dont je parlais tout à l'heure, comme on est en Islande, avec des transferts d'argent en Norvège, etc., c'est Eva Joly qui avait été impliquée dans la constitution d'un dossier judiciairement recevable. Parce que ça, c'est important, parce que le lanceur d'alerte ne sait pas très bien de quoi on a besoin pour faire en sorte de réunir un faisceau de preuves. Mais il y a des tas de gens qui viennent l'aider. Et donc, ces ONG peuvent également se porter un partie civile en justice, et puis elles sont extrêmement bien connectées avec un certain nombre de médias, et elles vont savoir, si vous voulez, théâtraliser la sortie en fait des informations pour être certain d'avoir un impact maximum. Donc, soit ça va être quelque chose un petit peu qui feuilletonne. Vous connaissez en France des gens qui feuilletonnent très bien, Canard enchaîné, Mediapart, Bum Bum, donc un petit truc, puis un autre, etc. En général, quand ça commence, eh bien, c'est un feuilleton jusqu'au moment où on sort le gros truc. Ça peut être une stratégie qui sort tout en même temps. Bref, en fonction du tempo, du moment médiatique, du moment politique, de ce qu'on recherche, eh bien, ils vont mettre tout ça en musique. Un petit mot sur Anticorps, qui, français, est assez, comment dirais-je, très, très actif. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu le panel de ce qu'ils ont comme outils. Donc, ils ont une espèce d'awards d'anticorruption, donc qui donnent tous les ans aux meilleures entreprises. Enfin, si je puis dire. Ils manipulent évidemment extrêmement bien, ou ils manient, disons, extrêmement bien les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a leur site internet qui est extrêmement clair, où on peut déjà avoir une idée de toutes les affaires en cours, donc on est informé sur tout ce qu'ils font.
Il n'y a pas énormément d'abonnés sur leur site. Par contre, ils ont bien entendu une page Facebook, ils ont un compte Twitter, ils ont un compte YouTube. Et là, vous avez 52 000 followers sur Facebook, 60 000 followers sur Twitter. Ce n'est pas le même public, hein, je ne vous apprends rien. Sur Twitter, vous allez avoir les journalistes et les hommes politiques. Et donc là, dès que ça part sur Twitter, ça va extrêmement vite dans un relais dans les médias mainstream qui, c'est extrêmement compliqué parce que c'est tout de suite partout. Facebook, c'est différent. Facebook, c'est plus un engagement, c'est plus, j'ai envie de dire, le kidam moyen qui va aller sur Facebook, qui s'abonne à la page, qui relaie des informations, qui fait des commentaires sur les posts. Donc, on est plus sur la société civile sur Facebook et sur le monde des élus politiques et des médias sur Twitter et bien entendu la chaîne YouTube sur lesquelles on peut relayer un certain nombre de vidéos, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez certainement remarqué, vous pouvez aller sur les Panama Papers, vous avez des kilomètres de documents dans tous les sens qui sont bruts de décoffrage. Vous pouvez aller sur Wikileaks où pareil, vous allez avoir des kilomètres de documents dans tous les sens. Les gens ne vont pas regarder les détails. En revanche, s'il y a une bonne vidéo bien faite, qui dure 1 minute 50 et qui est extrêmement, d'autant plus percutante qu'elle est simpliste, parce qu'en général, c'est comme ça que ça marche, eh bien ça va faire le buzz, ça va faire un relais immédiat et les gens vont tout de suite, en fait, abonder et y croire très, très fort. Et c'est ce que ça va faire ces ONG. Alors, quels impacts, bien entendu, sur l'entreprise? Un impact réputationnel qui est immédiat, que ce soit vrai ou pas finalement. Et ce qui se passe, c'est que vous vous souvenez, enfin on va reparler de KPMG, mais vous vous souvenez peut-être de Lafarge également, à partir du moment où la réputation de la marque est très attaquée en fait sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce qui se passe, c'est que votre écosystème, vos parties prenantes, même si elles vous aiment beaucoup, même si elles vous font confiance, etc., elles commencent à se désolidariser un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas elles-mêmes parce qu'elles doutent de vous, c'est simplement parce qu'au bout d'un moment, elles ne peuvent plus dire qu'elles bossent avec Lafarge. Ça ne fait plus, quoi, en fait. On se souvient de la mairie de Paris qui avait immédiatement dit sur le scandale, en fait, il y avait du sang Daesh sur le sable de la plage, en fait, de Paris-Plage. Eh bien, immédiatement, la mairie de Paris s'était désolidarisée en disant qu'elle n'achèterait plus jamais à Lafarge. Donc, en fait, c'est plus quelque chose qui est que vos parties prenantes ne veulent pas se faire éclabousser. Et puis en plus, avec toutes les, le sapin 2 et toutes les obligations, elles se disent, on va remonter à nous, parce que finalement, cette personne-là est un de nos fournisseurs ou un de nos partenaires, on aurait dû checker, et il faut absolument qu'on ne montre pas de blanche tout de suite, on va se désolidariser par peur de se faire contaminer, c'est un petit peu comme une cyberattaque avec Soprasteria, par peur de se faire contaminer par le virus. Après, vous avez également vos salariés, parce que eux, ils se retrouvent au milieu du buzz également, ils se retrouvent dans les dîners en ville, sur leur page Facebook à eux, sur leur page LinkedIn, pris à partie. Mais comment ça, que se passe-t-il chez toi, etc. Et si vous n'avez pas extrêmement bien pris en compte vos parties prenantes internes, vos salariés, vos employés, ils vont être déjà totalement démotivés, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, et puis ils vont aussi y aller de leur propre interprétation des choses, ce qui est extrêmement dangereux, parce que la parole des employés, quand vous avez une crise médiatique, elle est extrêmement crédible. C'est les dernières statistiques du Trust Barometer d'Edelman montrent que quand il y a une crise médiatique, que l'entreprise est au milieu d'un maelstrom où elle est mise en cause, le CEO de l'entreprise doit prendre la parole, mais il a une crédibilité toute relative, en fait. On est à peine à 50%, en fait. Il doit prendre la parole, il doit s'exprimer, mais enfin bon, on se dit, allez, c'est quand même le patron de l'entreprise en question. Bon. En revanche, les employés sont considérés comme une partie prenante extrêmement crédible. Parce que eux,
ils doivent certainement en savoir plus. Et en plus, eux, ce n'est pas les patrons, eux, ce n'est pas le grand capital, eux, on peut leur faire confiance. Et donc, ce qu'ils disent, par effet comme le sachet de thé dans l'eau chaude, par effet de bouche à oreille, peut être extrêmement impactant sur la façon dont vous allez vous relever de cette crise. Et donc, il faut absolument les prendre en compte tout de suite et les nourrir d'informations, leur dire ce qui se passe, leur expliquer, leur donner ce qu'on appelle, nous, les éléments de langage, leur donner les moyens de se défendre, quelle que soit leur partie prenante, parce qu'eux aussi, ils parlent aux autorités, ils parlent aux clients, ils parlent aux fournisseurs, ils parlent à leur famille, ils parlent à leurs amis. Et donc, leur parole a du poids, leur parole est crédible, et il faut absolument s'en occuper. Petit exemple pour illustrer ça, évidemment, je reprends mon exemple de KPMG. Donc, les gens se désolidarisent. La Banque d'Angleterre s'inquiète. Voilà, plusieurs organisations et personnalités ont déjà pris leur distance. Bon, ça ne manque pas d'arriver. L'impact économique, évidemment, fait suite à ce premier impact de désolidarisation, puisque assez rapidement, vous risquez de perdre quand même vos clients. Il y a un deuxième impact économique qui est lié aux amendes, bien entendu. Et puis, il peut y avoir des peines complémentaires. On se souviendra peut-être de cette grande entreprise du bâtiment qui s'appelle SNC Lavalin, du BTP, qui est c'est une entreprise canadienne extrêmement grande entreprise. C'est plus grand que Bouygues, je crois, c'est vraiment une grosse boîte. Qui s'était fait qui s'était fait complètement choper d'ailleurs sur une affaire en Libye et qui derrière a été interdit de réponse à des appels d'offres internationaux pendant 10 ans. C'est quand même un truc quand vous êtes une grande entreprise de ne plus pouvoir répondre à des appels d'offres publics pendant 10 ans, c'est quelque chose. Et puis après, il y a les dommages collatéraux. La chute et la faillite. Là, on va parler un petit peu de cette entreprise qui est une boîte de lobby et d'influence, qui n'a même pas eu le temps, finalement, de payer ses amendes, qui a fait faillite. Puisque, suite aux révélations, ça a été immédiat, en fait. Il n'y a même pas eu un procès. Il y a eu une faillite immédiate, puisque tous les clients sont retirés. Clac. Donc, voilà, il n'y a plus rien qui reste. Donc, le jugement médiatique, finalement, et c'est ça qui est intéressant de voir, pour nous, j'imagine qu'il y a beaucoup de juristes parmi notre public, c'est malheureusement le fait que le jugement médiatique, il est immédiat, on est sur le temps extrêmement court, alors que tout ce que vous pourrez essayer d'expliquer, alors que les investigations, FCP et autres, viennent juste de commencer, Sapin 2. En fait, le temps que ça se passe et que vous arriviez à prouver que finalement, il n'y avait rien, pas grand-chose, le scandale est là et ce n'est pas du tout gagné que vous réussissiez à survivre le temps de passer tous les procès. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut vraiment pas rater l'allumage parce que derrière, même si vous êtes dans votre bon droit, les impacts et les conséquences seront terribles en fait. Donc, c'est la perte de confiance, essentiellement. Donc, évidemment, il y a un impact juridique, il va y avoir des enquêtes par différentes institutions en fonction des pays. Ces enquêtes, elles ont une conséquence également, je l'ai vu vraiment profondément dans l'entreprise, c'est que c'est un grand trauma, en fait. C'est un grand trauma parce que votre management, les gens qui travaillent pour l'entreprise, ne sont pas du tout prêts ou faits pour, ce qui est normal, subir l'agressivité des gardes à vue, l'agressivité d'un FBI qui vous tombe dessus, des interrogatoires, le fait d'avoir des gens chez vous en permanence qui viennent fouiller vos dossiers, qui viennent fouiller dans votre vie. Qu'est-ce qu'on dit aussi comment est-ce qu'on fait pour garder l'enquête confidentielle parce que on sait très bien que si par exemple une enquête
six pieds commence dans une entreprise française, c'est pas du tout quelque chose que vous voulez ébruiter. Vous n'allez pas faire un mail à tous en disant bonjour, nous faisons l'objet d'une enquête, etc. Donc, mais comment est-ce qu'on justifie que la moitié de l'exécutif n'est pas dispo, que les têtes sont en train de tomber, qu'il y a des gens bizarres qu'on ne connaît pas, qui sont tout le temps dans la salle de réunion, machin. Enfin, c'est un grand trauma, ça également, et il va falloir vraiment s'en préoccuper. Donc voilà, bon, je ne reviens pas sur le devoir de vigilance parce que vous connaissez ça par cœur. Donc il faut absolument s'occuper également, non pas juste de l'aspect juridique de cette affaire, mais de tout le reste qui finalement est parfois plus dommageable que simplement est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose ou pas. Alors, on va passer, j'ai pas l'heure, on est... Il est 10h15. D'accord. 10h, oui. J'ai tout fini, comme ça on pourra débattre et passer du temps dans les questions-réponses. Quelles sont les réactions qu'on voit? Et je vais en particulier parler des réactions qui sont celles qu'on préférerait ne pas voir, qui sont en fait des erreurs, qui sont des erreurs extrêmement classiques, que moi j'appelle les 7 péchés capitaux, même s'il y en a plus que 7. C'est un moyen assez rapide de comprendre ce qu'il ne faut surtout pas faire, en fait. Déjà, si on peut éviter ça, on est pas mal. Alors, le problème principal sur ce type de crise, c'est le déni. Le déni de se dire tout ça n'est pas bien grave. Bon, évidemment, quand il y en a partout dans les journaux, le déni est compliqué, mais souvent, entre le début de l'affaire, vous avez quand même des signaux faibles. Ce n'est pas tout de suite partout. Parfois, c'est un tweet. Parfois, c'est un article dans un petit canard assez, je ne sais où, au fin fond de l'Afrique. C'est pas grand-chose. Ou c'est des rumeurs où c'est... bon, il semblerait que c'est pas très clean ce qui se passe là, au fin fond du Gabon. On s'en occupe pas trop. Et donc, c'est le déni de la situation qui fait qu'on ne regarde pas les conséquences potentielles de cette petite chose. Donc, ce que j'appelle moi, et les gens qui me connaissent, comme je dis, bon, encore une fois, je vais vous parler des scénarios d'évolution défavorables. C'est-à-dire que l'alerte, ça constitue une alerte, le premier tweet, la première chose, etc. L'alerte doit absolument, déjà, dans un premier temps, remonter à des gens compétents, parce que si vous ne savez pas, vous ne risquez pas de faire quelque chose. Donc, vous devez absolument savoir et rendre la remontée d'alerte possible dans votre entreprise. C'est-à-dire que les canaux de communication doivent être fluides, c'est-à-dire que les gens aussi doivent pouvoir se dire, si je viens parler de ça, qui est plutôt une mauvaise nouvelle, je ne vais pas me faire engueuler, on ne va pas commencer à dire que c'est m'accuser, parce que c'est ma faute, etc. Il faut que les gens se sentent suffisamment en confiance pour dire, là, il y a un truc qui me paraît un peu pas terrible, je vous le livre, qu'est-ce qu'on fait? Et ne pas, et vraiment après faire ce travail avec votre équipe qui est un travail de scénario d'évolution défavorable. Donc se dire, OK, pour l'instant, c'est juste concentré au Niger, très bien. C'est juste dans un seul journal qui est un canard en ligne, qui n'est pas très crédible, OK. Maintenant, qu'est-ce que ça dit exactement? Il y a qui derrière? Comment est-ce que ça pourrait évoluer de façon défavorable? Ça peut être... D'abord, ça peut être vrai. Allons déjà vérifier ça. Et si c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut s'amplifier parce que nos ennemis vont être trop contents en ce moment par rapport au climat politique, par rapport à nos concurrents, etc., de s'emparer de cette affaire-là. Ça peut sortir du Niger et passer à un autre pays du continent. Ça peut se répandre comme une traînée de poudre dans le continent. Ça peut revenir parce que dès que ça va passer sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, et que vous êtes une boîte qui est cotée en bourse, boum, ça tape directement sur votre cours de bourse. Ça peut avoir des conséquences évidemment judiciaires parce qu'au bout d'un moment, si ça se voit trop, il va y avoir une enquête, etc. Donc, le déni, c'est véritablement votre premier ennemi. C'est savoir, comprendre et se mettre dans ce mindset qui est très désagréable, je le reconnais, mais qui est absolument indispensable. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça peut empirer?
Donc ça, c'est vraiment notre premier ennemi. Ensuite, le deuxième, réflexe classique, non mais c'est pas ma faute, c'est Tartampion. Je rappellerai Lubrizol pour les gens qui s'en souviennent, c'est pas ça vient pas de moi, le feu, ça vient de mon voisin, on est 2 heures après, bon, voilà, mais il y en a d'autres, le Costa Concordia, vous avez Costa qui écrit partout que c'est pas sa faute, c'est son capitaine, c'est pas Kerviel, c'est pas ma faute, Société Générale, c'est Kerviel. Sauf que ça marche pas du tout, et ça marche encore moins si vous êtes en train d'accuser quelqu'un qui est votre employé. Les employés, les patrons pays, etc., c'est des gens que vous avez choisis, que vous avez embauchés, que vous avez formés, que vous payez, à qui vous faites confiance. Donc non, de commencer à aller dire « c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai une brebis galeuse chez moi », ça ne le fait pas du tout. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas une réaction, une communication possible de crise qui va vous dédouaner de quoi que ce soit. Et au contraire, vous apparaîtrez comme une entreprise qui essaye de se défausser, quelle que soit la situation. Donc, le bouc émissaire, c'est non. La globalisation est une tentation assez classique également. C'est bah non, mais en fait, tout le monde fait pareil en Afrique. Bon, ça ne marche pas non plus. Rappelez-vous pour ça, Fillon, hein, avec sa femme attachée parlementaire. Oui, mais enfin bon, tout le monde fait ça. Ben non, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est vous qui êtes sur le devant de la scène, c'est vous l'entreprise qui êtes, par exemple, le grand nom. Il y a des affaires de corruption très importantes dont je me souviens en Espagne, où Engie était impliqué, Cofeli en fait. Et puis, finalement, ils n'étaient pas du tout seuls. Il y avait 250 entreprises qui étaient complètement impliqués dans ce scandale qui mêlait à la fois les politiques, les mairies, etc. Enfin bon, c'était un sac de nœuds pas possible, sauf que Cofeli était le nom le plus connu, et donc on n'en retenait que ça, et il était hors de question qu'il se défende en disant « Non mais regardez, il y a 249 autres entreprises. » Ça ne marche pas non plus. Donc ça, c'est peut-être vrai, mais c'est pareil, ce n'est pas une stratégie de communication possible. Alors, stratégie bien classique, j'ai envie de dire, d'il y a à la papa, d'il y a 10 ans, 15 ans, no comment. Vivons heureux, vivons cachés, je ne réponds pas, je ne suis pas là, j'attends que ça passe, je me mets sous la table, je ferme les fenêtres, je ferme les portes et je ne commente pas. Alors ça a été une stratégie assez classique pendant de nombreuses années, mais ça n'est plus possible. Sociétalement, ce n'est plus admis. Ce n'est plus possible, vous allez rendre les gens fous si vous faites ça. Et ce qui va se passer, c'est que qui ne dit mot consent, là pour le coup, moins vous parlez, plus vous êtes forcément coupable. Et en plus, non seulement vous êtes coupable, mais vous manquez totalement d'empathie. Vous manquez totalement vous n'avez même pas la décence d'aller parler et communiquer avec vos parties prenantes. Donc le no comment n'est pas possible du tout aujourd'hui. L'acceptation, alors ça c'est un peu Calimero, oui mais alors on est désolé. Alors si vous êtes, j'ai envie de dire, la petite PME du coin de la rue de 12 personnes, vous avez monté ça avec vos petits bras, c'est une société familiale et vous vous êtes fait avoir en fait par votre environnement, ça va être possible. Mais si vous commencez et vous faites ça et que vous appelez... je dis n'importe quoi, Total, Bolloré ou BNP, c'est pas possible en fait, c'est pas entendable. Vous êtes la grande entreprise, cotée, que tout le monde connaît, un des plus grandes entreprises françaises. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire Calimero, quoi. Ça marche pas non plus. Il y en a une qui manque, je vais en parler un petit peu après. Alors, se poser en victime, je ne savais pas, c'est pas ma faute, etc. C'est un petit peu comme l'acceptation, c'est pas possible non plus, bien entendu. La réponse légale, alors ça, c'est une tentation que je vois énormément. Vous avez une cellule de crise avec directeur juridique qui fait son boulot, hein, qui protège les assets de la société, qui protège, qui a ses contrats, etc. Et qui dit, attention, on n'a rien fait de mal ici, j'étais parfaitement en droit,
de faire ce que j'ai fait. C'est très classique, peut-être, je vous donne un autre exemple qui est, il y a eu un moment, il y a quelques années de ça, une ONG, dont j'ai oublié le nom, peu importe, qui avait fait une enquête assez scientifique sur le dioxyde de titane. Dioxyde de titane qui est un ingrédient qui rentre dans l'agroalimentaire, bon. Et qui a commencé à dire le dioxyde de titane, c'est des nanoparticules, ça ne va pas du tout, il y en a plein partout, voilà, c'est un scandale, etc. Bon, très bien. Réaction des syndicats de l'agroalimentaire qui, par la voix de leurs syndicats, font un communiqué de presse qui dit le dioxyde de titane est cité dans le Codex Alimentarius, nous avons le droit d'utiliser, donc circuler, il n'y a rien à voir. 2 mois plus tard, l'INRA sort, pas l'ONG, l'INRA sort une enquête scientifique qui démontre exactement la même chose. Poum, poum, interdiction qui a suivi évidemment d'utiliser le dioxyde de titane dans les ingrédients. Et l'entreprise, parce qu'il y en avait quand même une qui avait immédiatement en fait après la première enquête dit bon ben moi je vais travailler et faire en sorte de retirer le dioxyde de titane de mes produits. Elle a pu, le jour où l'INRA a sorti son enquête, elle a pu dire regardez camarades, moi je n'ai plus un seul milligramme de dioxyde de titane dans tous mes produits, et elle rebondit sur l'affaire de façon évidemment très très intéressante en termes de com et de réputation. Donc la réponse juridique, la réponse légale, elle est hyper importante. Il faut absolument que dès que vous avez une crise qui ouvre, dès que vous êtes accusé de quelque chose, vous ayez votre batterie de directeurs juridiques, d'avocats, etc., qui travaillent à démontrer que non, voilà, vous étiez effectivement dans votre bon droit, il y a rien, on peut vous accuser de rien, etc., etc. Cependant, il ne faut pas confondre cette activité avec une stratégie de communication. Ça n'a rien à voir, en fait. Donc, ce que vous faites là, vous le faites discrètement. Ce n'est pas quelque chose dont on parle. Et ça ne va pas pouvoir être une stratégie de communication. Après, deux petits derniers. Le manque d'empathie, bien entendu, parce que ce que vous pouvez faire, et la seule chose qui est safe, entre guillemets, c'est l'empathie. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui est vu un peu du haut de la tour d'ivoire, etc., l'arrogance, ou comme un signe de mépris, genre, mais enfin, comment osez-vous me challenger sur ce sujet? Alors là, vous allez rendre les gens fous, parce que, Étienne le rappelait tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans une problématique qui est sociétale. Ce n'est pas déjà de travailler en Afrique, c'est déjà un peu compliqué, mais alors si en plus vous êtes accusé de corruption en Afrique et que vous répondez d'un ton extrêmement méprisant depuis le haut de votre tour à la Défense, alors vous allez juste créer ce qu'on appelle, nous, une surprise. Et l'empathie, par définition, c'est, comment on dirait en anglais, showing empathy, hein, même si, voilà, donc il faut la montrer, et c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait utiliser. Les Américains font ça très bien, les Français très mal, mais il faut vraiment travailler là-dessus. C'est extrêmement safe, on ne vous reprochera jamais de vous être préoccupé de vos parties prenantes. De dire, l'enquête est en cours, nous nous conformons et nous coopérons complètement avec la totale transparence avec les autorités, et dans le temps de l'enquête, bien entendu, nous montrons, je ne sais pas quoi, nous nous préoccupons de nos clients, nous nous préoccupons de nos employés, nous nous préoccupons de nos sous-traitants, etc. Et donc, le manque d'empathie va ruiner votre message, même s'il est bon, s'il apparaît arrogant, personne ne l'entendra. En fait, c'est aussi ça qui se passe. Un petit dernier, la minimisation, oui, enfin, c'est pas si grave, hein, ça aurait pu être pire. Bon, là aussi, vous comprenez bien que c'est pas possible. Alors, il y en a un qui est tellement outdated, j'ai envie de dire, qui est tellement vieux jeu que je préfère, je l'ai même pas mis, mais qui est d'allumer des contre-feux. C'est une vieille technique, hein, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand on avait un certain contrôle, en fait, en tout cas, des médias mainstream, on se disait, bon, on parle de nous là-dessus, allez, on va aller allumer un feu ailleurs, on va aller accuser je ne sais qui, etc. Puis comme ça ne va pas se voir. Donc alors, 1, ça se voit, 2, tout le monde sait que vous avez allumé un contre-feu, et 3, ça ne marche pas. Donc voilà un petit peu, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors
vous attendez peut-être savoir, alors du coup, il faut faire quoi? Il faut réagir immédiatement, de façon forte, de façon claire, en ayant une attitude empathique, responsable. Alors le problème, c'est le français, c'est que responsable n'est pas coupable, hein, ça n'a rien à voir, et il faut oser avoir une attitude responsable. Ce qu'on dit en anglais accountable, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, ça n'a rien à voir. Vous allez dissocier l'affaire de corruption sur laquelle vous êtes accusé, les investigations qui sont en cours, etc. Vous vous dissociez de ça. Vous ne reconnaissez rien, ce n'est pas du tout le moment, parce que, je le rappelle, il faut être immédiat dans votre réaction. Si vous parlez 3 semaines après, vous n'êtes plus audible, et de toute façon, vous parlez en réaction, tout le monde le sait, et vous êtes là à vous défendre comme vous pouvez. Alors que si vous êtes immédiat dans la communication, vous avez évidemment de meilleures chances qu'on croie dans ce que vous dites, et qu'on vous croit en tout cas comme étant une boîte responsable, qui gère les choses, qui est au courant et qui est en train de s'en occuper et qui dit, écoutez, l'enquête, voilà, démontrera les responsabilités, nous ferons ce qu'il faut, mais pour l'instant, voilà la situation. Donc, c'est la seule, en fait, attitude possible. Vous n'avez pas le choix. Après, quelques petites synthèses. Donc, les lanceurs d'alerte sont protégés, voire payés. Les ONG sont de parfaits relais d'information, d'amplification. Ils ont les techniques, ils savent réveiller la partie sociétale. L'impact peut être, comme vous l'avez vu, assez dramatique. Il est réputationnel, il est économique, il est une perte de confiance et de crédibilité vers vos parties prenantes. Voilà. Évidemment, toutes les réactions doivent être calibrées. J'ai dit qu'il fallait parler fort, il fallait parler tout de suite, mais vous n'allez pas tout de suite sortir votre CEO. Si l'affaire est aujourd'hui concentrée au Niger, vous allez commencer par, évidemment, il faut savoir donner la latitude aux patrons de BU, aux patrons de pays, voire aux patrons d'usines, j'ai envie de dire. Il faut les former, il faut qu'ils sachent faire la première ligne de défense. Parce que comme c'est eux qui doivent être immédiats, puisque c'est eux qui sont plus proches du premier tweet, du premier article, c'est eux qui doivent aller au front. Mais il faut, pour cela, qu'ils aient le droit et qu'ils sachent comment faire et qu'ils soient soutenus. Et ça, c'est vraiment très, très important. Eh bien, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Emmanuel. On pourrait traiter de ce sujet et des portes qu'il ouvre pendant des heures, parce que chaque point mériterait de faire un développement. L'avantage de cette présentation, c'est qu'elle a balayé beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer les questions que cette présentation a pu générer. Moi, j'ai retenu un certain nombre de choses. Alors, je vais parler un tout petit peu de mon expérience, puisque comme vous le savez, au moins certains d'entre vous, je travaille dans un groupe où on a encore un certain nombre de dossiers devant le PNF pour tracer un petit peu et vous donner la vision du terrain par rapport à tout ce qui s'est dit, le temps que vos questions arrivent. Alors, nous, on n'a pas eu de lanceur d'alerte dans nos dossiers. Suivez ce qui se passe au niveau européen, puisque tout le monde est au courant. Il y a cette directive européenne sur les lanceurs d'alerte qui prévoit la possibilité de les rémunérer. Il y a eu des débats en France sur savoir est-ce qu'on rémunère ou on rémunère pas les lanceurs d'alerte. À mon avis, vous le savez, je me suis déjà longuement exprimé sur ces sujets-là. Je pense que c'est un non-sujet. Regardez ce que fait l'administration fiscale, ce que fait l'administration des douanes, et de façon tout à fait ouverte et publique. Donc, on ne voit pas bien pourquoi d'autres administrations n'auraient pas le droit de le faire. Je ne veux pas me faire l'écho de Charles Duchesne, le patron de l'AFA, mais je pense qu'il a quand même raison quand il dit qu'il faut rémunérer les lanceurs d'alerte et qu'on va y venir. La directive européenne nous pousse. Voilà, il faudra que les Français mangent leur chapeau sur ce sujet-là. Mais je vois pas comment on pourra éviter cela. Charles Duchesne cite souvent un exemple d'un lanceur d'alerte français qui a préféré
aller dénoncer des faits dans un autre pays pour avoir une rémunération, une protection, plutôt que d'aller voir la fac, aurait peut-être pu travailler de façon un tout petit peu plus discrète sur ces dossiers-là. Donc, c'est une vraie problématique. Elle va évoluer, je pense. Nous, on avait ces dossiers-là qui sont sortis par l'intermédiaire d'une enquête Tracfin. Et donc, vous savez comment se passent les enquêtes Tracfin. Ce sont des déclarations de soupçons qui sont passées par les établissements bancaires, là, en l'espèce, au moment de rémunérer un certain nombre de parties prenantes dans l'opération. Une enquête Tracfin a été menée, qui a suffisamment eu d'éléments pour que le procureur de la République ouvre une enquête. Et ensuite, il y a une forme d'emballement médiatique et d'emballement judiciaire. Pour vous parler des conséquences, les conséquences, elles sont multiples. D'abord, en interne, vos collaborateurs, et Emmanuel en a parlé, lorsque ça sort dans la presse, vous pouvez pas faire semblant de dire qu'il y a rien, il se passe rien. C'est pas vrai, parce que vos collaborateurs sont impactés. Ils peuvent considérer qu'ils vont finir par perdre leur travail. Quand vous êtes dans une entreprise qui travaille beaucoup sur les marchés publics, les condamnations complémentaires sur l'interdiction de participer à des marchés publics peuvent leur faire peur à juste titre, et donc il faut être capable de les rassurer. Donc ça, c'est un impact important. Vos parties prenantes se trouvent impactées parce qu'effectivement, comme l'a dit très bien Emmanuel, elles se désolidarisent de vous, ou dans leur processus de qualification de leur propre partie prenante, vous sortez avec des red flags, ou carrément vous sortez de leur jeu en disant qu'elles veulent plus travailler avec vous. La partie prenante qui vous est le plus utile généralement, ce sont vos banquiers, vos investisseurs et vos financiers. C'est des choses qui regardent et qui scrutent de plus en plus. Je vous rappelle, le dossier numéro 1 des contrôles AFA, c'est BPI. Pourquoi BPI s'est fait aligner par l'AFA? Parce qu'elle connaissait mal ses clients. Si vous travaillez maintenant depuis quelque temps avec des banques nouvelles, elles scrutent énormément ce que font chacun de leurs clients. Et donc, si vous avez, entre guillemets, des dossiers sulfurés, elles le voient, elles veulent connaître les informations, et parfois, elles vous sortent de leur screening. Donc, vous perdez des banquiers, des ouvertures, des financiers, etc. Ça peut jouer très rapidement. Nous, dans notre exemple, c'est plusieurs millions d'ouvertures de crédit qui nous ont été fermées en 15 jours. Je peux vous dire qu'il faut avoir un peu de rein solide pour aller trouver et pouvoir les substituer, les lignes qu'on nous arrête, par d'autres lignes, en convainquant et en montrant patte blanche auprès des nouveaux investisseurs que vous faites rentrer dans votre tour de table. Donc, ce sont des conséquences importantes. Les conséquences médiatiques, bien évidemment, sur Internet, puisque tout le monde va aller scruter ce qui se passe sur Internet, vous allez avoir beaucoup de choses. On vous vend effectivement, comme l'a dit Emmanuel, beaucoup de choses sur le nettoyage des sites Internet. Ça coûte très cher, c'est compliqué. Et puis, on vous vend aussi d'autres choses. Nous, on a testé les contre-articles en disant, voilà, on va acheter des pages, des mots-clés sur Google pour que ça sorte plus tôt, plus vite, etc. Bon, ça n'a malheureusement qu'un temps. En plus, c'est extrêmement coûteux. Donc, tout ça est à étudier avant de se lancer à bride abattue pour ces sujets-là. Enfin, les 7 péchés capitaux, on les a un peu tous testés, d'où l'importance de former, mais on en a déjà beaucoup parlé, de former vos boards, vos conseils d'administration, vos comités stratégiques, peu importe leur nom, mais de descendre assez bas dans les formations, puisque nous, on avait les hôtesses d'accueil qui font leur travail tout à fait normalement, elles étaient harcelées par les médias qui voulaient avoir des informations. Parfois, les médias sont suffisamment intelligents pour se faire passer pour quelqu'un d'autre et pour soutirer des informations. Donc, il faut donner des clés de réponse à toutes les personnes. On avait également des chaînes de télé qui étaient à la sortie du siège. Donc, les gens se disaient, mais est-ce qu'ils ont le droit, pas le droit? Qu'est-ce que je dois répondre? Est-ce que je dois répondre? Donc, toutes ces situations qui vont au-delà de la crise, me semble-t-il, sont à prendre en considération pour pouvoir traiter ça. D'autant plus, et c'est pour ça que je dis que ça va au-delà de la crise,
Les exemples de crise dans les milieux industriels, c'est un défaut de produit, c'est une usine qui brûle, moi je travaille dans le nucléaire, c'est des déchets nucléaires qui se retrouvent dans la nature alors qu'elles auraient dû se retrouver quelque part. C'est des choses qu'on arrive à maîtriser parce qu'on voit entre guillemets l'attaque et l'ennemi, si on veut prendre un discours un peu guerrier, dans ces opérations de corruption ou d'atteinte à la compliance, on ne le voit pas toujours et se défendre contre un ennemi qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas, c'est extrêmement compliqué. Tout ça pour vous dire, et on va enchaîner sur vos questions, que tout ça se travaille en amont, bien évidemment, mais au début de la crise, en réunissant toutes les compétences autour de la table. Ce n'est pas un sujet uniquement de la direction générale, bien sûr que si, mais pas uniquement des communicants, bien sûr que si, mais pas uniquement du juridique. Tout le monde doit être associé et je le dis souvent, dans ces dossiers-là, essayer le plus rapidement de bâtir une histoire sur la réalité. Il ne faut pas, comme l'a rappelé Emmanuel, il ne faut pas faire du déni. Il faut bâtir une histoire, mais une histoire qui deviendra une histoire commune, ce qui peut être fondé sur un certain nombre de choses et qui vous permet de pouvoir répondre très rapidement à un certain nombre de questions qui vont se poser en interne ou en externe. Mais ça me paraît extrêmement important de pouvoir travailler avec toutes les compétences de l'entreprise pour pouvoir bâtir cette histoire, parce que vous allez avoir des éléments aux ventes, vous allez avoir des éléments à l'administration des ventes, à la finance, à l'audit, etc. Tout ça doit vous permettre de construire et de comprendre ce qui s'est passé. Encore merci. Avons-nous des questions? N'hésitez pas à le faire. On se donne encore quelques instants pour cela. Alors, si je peux encore dire un mot le temps que les questions arrivent, ne croyez pas non plus que la présomption d'innocence est quelque chose qui marche. C'est un beau principe. Moi, je l'évoque souvent dans les courriers que je peux faire ou les mails que je peux faire aux gens qui nous attaquent ou qui nous connaissent pas et qui veulent avoir des informations. Bon, c'est une donnée juridique, mais pas plus que dans les domaines de compétences, que dans d'autres, de compliance, que dans d'autres sujets, elle est assez facilement mise à mal. Dans un des deux dossiers, on sort du palais de justice avec mon président, on va, l'interview avait duré plusieurs heures, on en profite pour aller déjeuner. À la sortie du repas, il y avait déjà l'information sur le net comme quoi mon président avait été mis en examen. Donc, en une heure et demie de temps, le temps qu'on déjeune à une brasserie en bas du palais de justice, l'information de la mise en examen était déjà sortie. Et bien évidemment, personne ne parlait de la présomption d'innocence et l'information avait fuité et était partie sur le net sans qu'on puisse expliquer que tout cela n'était pas complètement exact. Autre chose qui est intéressante de noter, sur un des dossiers, nous avons obtenu une relaxe totale. Et on s'en félicite, alors que toutes les parties prenantes qui étaient nombreuses dans ce dossier avaient signé une CRPC. Bien évidemment, nous avons eu 0 article, 0 post, 0 information sur le net, sur un quelconque média, expliquant qu'il y avait eu une relaxe totale de notre groupe dans ce dossier-là. Donc, il y a toutes ces choses-là où on se dit mais c'est pas normal. Oui, on est dans des situations qui sont anormales où la logique ne joue pas. Donc attention à tous ces biais dans lesquels on se dit voilà, on va être logique, non, tout ça il faut le traiter avec un esprit aiguisé. Et j'espère que la présentation d'Emmanuel vous a permis d'allumer un petit peu des lumières dans vos réactions, dans vos plans de contrôle, dans vos plans de communication, pour vous aider à traiter ces situations qui peuvent arriver et être basées sur des faits réels ou sur simplement une fake news. Je vois qu'on a une question qui est arrivée. Je vais la poser tout de suite à Emmanuel. Emmanuel, la question est la suivante. On nous parle beaucoup des 7 erreurs, et des 7 péchés capitaux. Décidément, c'est une notion qui est un petit peu à la mode en ce moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais si on doit
garder, on a parlé des choses qu'on ne devait pas faire et la personne nous dise, voilà, si vous deviez donner le premier conseil à un client pour qu'est-ce que je dois faire en premier lieu, vous me dites ce que je ne dois pas faire, très bien, je vais pas le faire, mais voilà, il faut que je fasse quelque chose, qu'est-ce que je fais en premier lieu? Alors, je pense que j'ai un peu répondu tout à l'heure, mais en premier lieu, il y a deux situations. Il y a l'info est dehors ou elle n'est pas dehors. Je pense que c'est très, très, très différent. Donc, si l'info, vous commencez à l'avoir, mais qu'elle n'est pas dehors, il va falloir évidemment envisager qu'elle sorte et surtout ne pas oublier d'envisager qu'elle sorte et se dire si ça sort, qu'est-ce que je raconte? Et puis, évidemment, faire tout pour protéger, essayer de faire en sorte que ça ne sorte pas. Si c'est déjà dehors, il faut s'exprimer rapidement et s'exprimer au niveau où c'est sorti. C'est-à-dire que si on parle d'un petit post Facebook qui a été vu par 3 personnes, enfin, on va juste ne pas répondre, mais en fonction du volume, en fonction de où est-ce que c'est, il va y avoir un moment où un point de bascule, et ce point de bascule est assez compliqué à établir, donc il faut regarder la situation dans son ensemble, il n'y a pas vraiment de théorie par rapport à ça, mais il va y avoir un point de bascule, un moment où là, vous devez proactivement en parler. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez aller sur TF1, ça veut peut-être dire simplement que vous devez en parler à vos managers de proximité, à quelques clients, à quelques sous-traitants, leur dire les choses avant qu'ils la prennent par la bande aux autorités, bien entendu, parce que bon, ça c'est certain que c'est aussi un gage de maintien de la confiance. Si c'est vous qui venez leur dire, écoutez, on a vu ce truc-là, bon, on ne sait pas trop, on va investiguer, mais je préfère vous le dire maintenant. Voilà, prendre des actions proactives, ça ne veut pas dire faire un communiqué de presse. Oui, ça me paraît effectivement une bonne pratique. Je rebondis sur ce qu'Emmanuel vient de dire. Tout dépend ensuite de la taille de vos entreprises. Faites attention de ne pas mettre en avant tout de suite votre président, parce qu'ensuite vous n'avez plus personne qui viendrait parler au nom de l'entreprise. Comme Emmanuel l'a expliqué, respectez bien, me semble-t-il, les différents stades de votre organisation pour vous laisser toujours une marge de manœuvre et puis un fusible qui peut venir expliquer, bah voilà, il y a eu des erreurs qui ont été commises ou il y a eu des fautes ou peu importe le wording, mais laissez-vous la possibilité d'avoir une personne qui puisse reprendre la parole, et si c'est votre président tout de suite, bah, vous avez cette marge de manœuvre qui est très extrêmement limitée, donc vous allez avoir du mal. Si c'est votre président qui parle, n'hésitez pas à le former. Il y a quand même des mots-clés, des mots noirs, des mots qu'il ne faut pas utiliser. Donc ça, c'est important aussi de bien lui expliquer. Les communicants aiment bien cette notion d'éléments de langage. C'est essentiel dans ces dossiers-là pour qu'on puisse mettre le même sens à tous les mots qu'on utilise. Et c'est important que ces éléments de langage soient bien compris par tout le monde. Un élément de langage, moi j'y participe souvent. Quand c'est trop juridique, bah, les gens ne comprennent pas et lâchent. Quand c'est trop marketé, bah, ils lâchent parce qu'ils voient bien que c'est hyper marketé, donc c'est pas possible. Il faut trouver un juste équilibre, d'où l'important de se réunir, de travailler, de brainstormer et de travailler. Mais ça, moi, je pense que les juristes sont particulièrement formés pour ces sujets-là. Il faut travailler sur les worst case scénarios, parce que c'est toujours ces scénarios qui finissent quand même par arriver. Et si on y a travaillé un peu avant, on est un peu plus à l'aise pour y répondre. Sandrine nous rejoint. Justement, en complément, il y a des questions sur quel est le rôle, justement. Quel est le rôle du cabinet extérieur et est-ce que c'est une personne de l'extérieur qui peut prendre la parole? Alors oui, il y a deux questions là. Je lis la question, non, tout le monde l'a vu la question, donc je vais y répondre. Il est hyper important, magique, il est hyper important quand vous êtes accusé. Hein, donc c'est une crise, l'entreprise est mise en cause. Vous ne pouvez pas faire parler votre avocat, une agence de com, votre DIRCOM. Ça, c'est pas du tout la bonne idée parce que ça sera en fait, c'est forcément un paravent. Et là, on veut la parole des gens qui font vraiment. Donc, le patron du pays, le patron de l'usine, à la fin, bon, peut-être le PDG, mais
Si c'est une affaire sociale, ça peut être le DRH. Si c'est une affaire, je ne sais pas, d'un accident industriel, ça peut être le patron des opérations, je ne sais quoi. Mais j'ai envie de dire des vrais gens, pas des communicants. En revanche, le métier comme le mien, hein, la communication de crise et la gestion de crise, on est là pour accompagner en fait complètement l'entreprise dans sa stratégie, dans l'écriture de ses éléments de langage, le choix du porte-parole, les timings d'action de communication vers les différentes parties prenantes. Qu'est-ce qu'on dit, comment on le dit, est-ce que c'est un mail ou c'est un coup de fil, ou est-ce que c'est une lettre, est-ce que c'est par voie de presse, est-ce que c'est par voie des réseaux sociaux, qu'est-ce qui va marcher le mieux, comment est-ce qu'on partage ça, tous ces éléments de langage avec les employés pour que tout le monde, les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise qui parlent à l'écosystème racontent la même histoire, parce qu'il n'y aurait pas pire que d'avoir un qui dit blanc, l'autre qui dit gris, le troisième vert. Alors là, la crédibilité de l'entreprise est tout à fait endommagée. Et puis, on travaille également à faire ce qu'on appelle un document question-réponse. C'est un gros document qui s'enrichit au fil du temps et qui va, par cible de communication ou pas de communication, mais recueillir les questions que les gens se posent et celles qu'elles pourraient vous poser, sachant qu'il faut qu'on traite les deux. Il y a des gens qui ne vont jamais vous poser les questions, mais ils se la posent beaucoup dans leur tête. Donc, il faut absolument qu'on ait préparé une réponse, voire qu'on ait intégré ces réponses-là au discours principal pour désamorcer les questions. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Justement, est-ce qu'il y a des conseils pour inciter les services compliance juridiques à collaborer davantage au quotidien avec le service communication moi, j'ai qu'un seul conseil, c'est entraînement, entraînement, entraînement. On ne fait que ça en gestion de crise, il faut s'entraîner. Donc, c'est pas, à minima, il faut y avoir réfléchi. Donc, il faut avoir un process de remontée d'alerte, un plan de crise, une cellule de crise, des gens qui savent qu'ils sont dans la cellule de crise. Dans la cellule de crise, vous aurez un directeur, un de la com, du juridique. Ces gens-là doivent s'entraîner à travailler ensemble. Donc, on doit faire des simulations, des exercices sur table, etc., pour que, sous stress, dans une situation compliquée, tout se désamorce, qu'on prenne l'habitude que le communicant, il va dire qu'il veut communiquer, le juriste, il va dire qu'il ne veut pas communiquer. OK, non, ça, bon, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, chacun a compris les enjeux des uns et des autres et c'est plus fluide. Si on ne s'entraîne jamais, au moment où c'est chaud, c'est là que vont ressortir qu'il va falloir passer par toutes les étapes des différences culturelles, finalement, entre ces deux métiers. Et donc, il n'y a que l'entraînement qui peut permettre une fluidité de la cellule de crise et donc une efficacité de la cellule. Et qu'est-ce que tu recommandes, une co-animation interne-externe ou c'est pour l'entreprise qui doit avoir le lead de faire la cellule de crise? En crise ou en exercice? En crise. En crise réelle. En crise réelle, Marocco, c'est vraiment d'avoir mis l'entreprise en capacité de sa propre résilience. Il faut quand même éviter qu'elle dépende de consultants, même si je ne prêche pas pour ma paroisse, mais moi, tout mon credo, c'est toujours de faire en sorte d'avoir des boîtes qui soient suffisamment entraînées, suffisamment en action réflexe pour que le jour J, elles puissent au moins démarrer. On peut venir, on va vérifier la strate, on peut coordonner la cellule, on peut faire plein de choses, mais la résilience veut que tout soit à l'intérieur de l'entreprise. J'ai par exemple souvent les deux cas d'ailleurs, une cellule de crise qui n'a pas de com et qui se dit que sa com va être faite par un cabinet extérieur, ou qui n'a pas un juriste suffisamment et qui se dit qu'elle appellera son avocat. C'est pas terrible. Il vaut vraiment mieux avoir réfléchi à une solution interne pour augmenter sa propre résilience. Parce qu'il y a une question d'habitude de travailler ensemble, une question de culture, une question de toutes ces choses-là, même s'il y a des entreprises pour lesquelles je travaille depuis 10 ans. C'est pas grave, on est connu comme faisant partie des meubles, mais cependant, la reco quand même, c'est même si on a point en crise à chaud, on va appeler, il faut véritablement avoir prévu et s'entraîner. Par contre, et là, ça fait partie du combat du déni. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si la cellule de crise n'est pas là, son dernier entraînement date d'il y a 3 ans, que le plan de crise, vous ne savez plus où il est, etc. Alors là, pour le coup, restez pas tout seul parce que il va y avoir tous ces défauts dont je parlais sont extrêmement instinctifs. Vous allez avoir envie de faire tout ça. Et il faut que quelqu'un vous dise, là, camarade, non, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et vous avez besoin d'un sparring partner qui, lui, n'est pas stressé et dont c'est le métier et qui va vous recadrer, travailler les worst case scenarios, etc. et coordonner, en fait, la réponse à la crise.
Ah, Emmanuel, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il y a tellement de médias et de relais sociaux qu'il y a tout le temps des alertes. Et quand est-ce qu'il faut les prendre au sérieux et quand est-ce qu'il est nécessaire de réagir en fait? Alors effectivement, il va y avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre le pauvre commentaire que vous avez eu en bas de la page de votre page Facebook parce que vous êtes en B2C et que Madame Dupont n'est pas contente de… Bon. C'est une question de volume. Alors, il y a les réseaux sociaux et les médias mainstream. C'est deux choses qu'il faut séparer pour parler de veille. On peut parler de veille, c'est un sujet très important. Ce qu'il est absolument fondamental d'avoir en magasin, c'est une habitude de surveillance, c'est vos volumes habituels. En ce moment, on est sur quel trend, c'est-à-dire les 2-3 années précédentes. Les communautés qui parlent de nous sont des communautés comme ci, comme ça. Elles ont été identifiées. Il y a des politiques qui parlent de nous de façon régulière. Il y a des ONG qui parlent de nous parce qu'on a des sujets de fond. Il y a des… Voilà, c'est… Un, identifier les communautés. Deux, identifier les volumes. C'est pas du tout simple d'identifier les communautés vraiment bien. C'est des techniques très particulières. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment faire ça très bien, mais c'est hyper important parce que je vous prends un exemple que tout le monde connaît, vachement facile. Cache Investigation, Élise Lucet. Bon. Alors, vous n'avez pas de bol, vous êtes dans le Cache Investigation. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la communauté des amis d'Élise Lucet, des Cache Investigation, etc., qui va faire une bulle à partir des teasers pendant le broadcast et jusqu'au lendemain 10h. Si la conversation sur votre sujet reste dans cette bulle-là, elle va être très importante. Vous avez un pic de volume. Mais normalement, enfin, si on se débrouille bien, elle va rester là. Donc, vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas emmener la conversation dans vos autres communautés. Pas attiser le feu. En revanche, si vous vous apercevez que vers 11h du soir, ça saute de cette communauté vers une autre, et puis ça part vers une autre, alors là, il y a le feu, vraiment. Et là, il faut agir. Donc, en fait, il faut connaître en temps de paix votre écosystème sur les réseaux sociaux, quelles sont les communautés et quels sont les volumes habituels pour pouvoir se dire, là, on est sorti de l'habitude, donc ça constitue une alerte. Et moi, en général, pour qualifier une alerte, parce que c'est très compliqué de qualifier une alerte, en fait, c'est pas juste au doigt mouillé, et puis Dupont va penser que c'est une alerte, et puis Durand, il pense que c'est pas une alerte. Alors là, c'est la fin des haricots. Pour objectiver le traitement de l'alerte, on construit, nous, ce qu'on appelle un système expert d'aide à la décision, qui finalement, le mot est très pompeux, hein, mais en fait, c'est un certain nombre de questions qu'on se pose. C'est un art décisionnel. Voilà, c'est un art décisionnel, ça peut être entre en fonction des entreprises, ça va contenir des questions sur l'évolution défavorable, donc quel est l'impact potentiel, est-ce qu'il y a des antécédents, parce qu'évidemment on vous pardonnera moins si c'est la 4e fois que ça vous arrive, est-ce que l'événement, est-ce que c'est terminé, pas terminé, est-ce que le feu est circonscrit, pas circonscrit, quel est le volume sur les réseaux sociaux, puis là on peut mettre des seuils par rapport à vos habitudes, est-ce qu'il y a déjà une médiatisation mainstream ou pas, etc. Donc on pose un certain nombre de questions, et donc celui qui reçoit l'alerte, il fait oui, non, oui, non, oui, non, et à la fin ça lui dit OK, vous devez ouvrir une cellule de crise, même si c'est l'ouvrir pour 2 heures, mais en tout cas pour réfléchir avec les gens qui vont bien de la manière qui est la bonne, donc de vraiment en suivant les méthodos de gestion de crise. Et après, s'il ne se passe rien, au bout de 2 heures, vous fermez. Mais au moins, on n'a pas été dans le déni, on a regardé la chose, on l'a regardé en face, on a étudié tous ses contours et tous ses aspects. Et si 2 jours après ça répète, au moins on est à peu près. Et puis surtout, l'idée de travailler ces scénarios défavorables, ça permet aussi de réfléchir tout de suite au plan de mitigation. Donc, ce n'est pas arrivé, mais comment je fais pour baisser la probabilité que ça arrive ou pour baisser son impact si jamais ça arrive? Et j'ai cette réflexion en avance de phase. C'est ça qui est très important. Une dernière chose sur les fake news. On peut être accusé de choses qui sont totalement fausses. Est-ce qu'on peut avoir des alliés, comme tout à l'heure on a parlé des lanceurs d'alerte, des ONG, se rapprocher des ONG. Il y a plusieurs méthodes. Fact-checkers de médias. Même il y en a un spécialiste de l'Afrique. Est-ce que c'est des gens dont on peut se rapprocher à l'avance? Absolument. Alors, le problème de la fake news, c'est comme la rumeur, c'est-à-dire que si elle est prise très tôt, vous pouvez vous en débrouiller tout seul. Si vous êtes à quelques heures du truc, tout seul, vous allez dire, alors, attendez,
Là, on a bien vu, alors nous, on est quand même au plus près de ce qu'on sait, la réalité, c'est pas 400, c'est 40. La réalité, c'est, etc. Si vous êtes relativement tôt, c'est possible. Mais ça va un peu casser l'arbre sous le pied, puis c'est fini. Par contre, si vous ratez le coche, là, vous pouvez essayer, mais vous allez perdre beaucoup en crédibilité. Et c'est là où, effectivement, mobiliser d'autres personnes qui vont dire « Attendez, moi, je les connais, ce sont des gens crédibles. Et effectivement, cette chose-là est peu probable ou c'est pas vrai du tout, etc. » C'est ce qu'on mobilisera, ce qu'on appelle la stratégie d'allié. C'est un peu un billard à 3 bandes. Vous évitez, par exemple, de la même manière que vous avez un ennemi déclaré, vous n'allez pas frontalement aller le voir, ça ne sert à rien. Vous avez L214 en face de vous, hein, juste pour parler de gens sympathiques, on ne va pas essayer de convaincre L214. Par contre, Greenpeace, on va essayer d'aller les voir. Donc, voilà, ça dépend de qui on a affaire. Oui, sur ce dernier terrain, il est important, et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble, de bien connaître les journalistes et les médias qui parlent de votre entreprise et de bien les cartographier entre ceux qui disent plutôt du bien et ceux qui disent systématiquement du mal, et d'essayer de les connaître, parce que, comme le dit Emmanuel, il ne sert à rien d'aller convaincre un journaliste en lui donnant des informations parce qu'il est convaincu que vous avez fraudé, que vous avez corrompu une entreprise ou une administration, parce que vous allez lui donner simplement du grain à moudre et le renforcer dans ce sentiment. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y en a une petite dernière, effectivement. Je m'en suis occupée. Il y a celle-là qu'on n'a pas traitée. Oui, sur le délai. En cas de crise, vous recommandez de réagir vite, mais on ne sait pas et on n'a pas d'infos. Alors, comment on fait pour parler? Alors ça, c'est un grand classique, en fait, finalement, quelle que soit la crise, ça peut être corruption ou autre, c'est toujours le même truc. Oui, mais on ne peut pas parler, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que ce que vous allez de toute façon dire, c'est vous êtes au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Oui, nous sommes là, nous sommes au courant, nous sommes en train de gérer. Vous allez dire ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire, et vous allez surtout dire nous allons ouvrir une enquête ou collaborer avec les autorités sur l'investigation qui va commencer. Nous nous tenons à leur disposition, nous vous tiendrons informés des résultats de l'enquête et nous ferons ce qu'il faut derrière, si on doit punir, on punira, etc., etc. Donc, vous évacuez l'origine de la crise. Ce n'est pas, en fait, la stratégie de réponse à la crise, la stratégie immédiate, la première stratégie, elle n'est jamais de parler de la cause ou de l'origine de ce qui vous arrive. Parce que ça, vous n'en savez rien. Et si ça se trouve, dans 10 ans, on sera encore en train de chercher. Donc, ça ne vous empêche pas de parler. Et nous, on utilise un acronyme qui est aussi utilisé dans le monde militaire et autres, enfin, qui est assez connu, qui s'appelle le FACET. Donc, ça ne vous empêchera pas de décrire les faits, vos actions, la compassion, l'engagement et la transparence. Donc, vous faites un FACET dans l'heure qui suit et vous avez parlé, vous avez communiqué, vous avez montré que vous étiez présent. Et il y a Florence. Alors là, il y a une question différente aussi, c'est comment on répond s'il s'agit d'une attaque frontale, en particulier si elle vient d'une personnalité politique de premier plan. Si on est attaqué dans un pays par une personnalité politique connue, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est un peu pas bien parce que on ne peut pas trop se permettre d'aller frontalement. Ça me rappelle quelques cas. Si la personnalité politique en est là, c'est que ça sert son propre enjeu à lui. Donc, les politiques sont comme ça et n'ont qu'un seul enjeu, c'est leur propre réélection. Ce n'est pas vous, en fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes juste le pantin de l'affaire. Et donc, répondre aux politiques, dans ce cas, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est protéger vos parties prenantes. Et vous allez aller voir vos clients, vous allez dire non, là, c'est n'importe quoi, je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment, c'est ça. Vous allez voir vos employés, vous dire non, alors il fait son jeu, très bien, ok, mais nous, il n'y a pas de problème, on est couvert par ceci, par cela. Vous allez aller voir vos sous-traitants, etc. Donc, il va falloir agir beaucoup, mais pas agir, on ne va pas s'occuper de la scène politique, du tout. Du tout. Par contre, ça dépend qui c'est cette personnalité politique. On a peut-être aussi des alliés qu'on va aller voir et mobiliser pour qu'eux redressent le truc.
De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que leurs enjeux ne sont pas les vôtres. Donc, vous êtes l'objet d'une manipulation, probablement. Et puis, cabinet de gestion de crise conseil et assiste la com externe et interne. Oui, c'est ça, on en a parlé, bien sûr. Et moi, la gestion des parties prenantes. Ouais, sur cette question-là, c'est une question qui se pose. Moi, je vous donne l'expérience qu'on a eue. On était bien évidemment sur un des dossiers assistés par un cabinet de communication de crise. Et vis-à-vis des salariés, plutôt que de le faire intervenir parce que ça pouvait un peu flouter l'image de l'entreprise, on a fait venir l'avocat de l'entreprise qui était déjà un personnage connu dans l'entreprise, et on a répondu, et il a répondu à toutes les questions que les collaborateurs pouvaient se poser. Ça a donné des débats, et ça a permis d'avoir une réponse juridico-compatible avec le discours ambiant, et dans une plus grande transparence que si on avait fait appel et fait intervenir notre cabinet de communication, dans lequel les entreprises, voire les syndicats, auraient pu dire, mais voilà, vous essayez de manipuler la position et la parole. On a essayé de jouer la plus grande transparence, et on a eu raison, puisque dans le cadre des investigations judiciaires, un certain nombre de collaborateurs ont été entendus par les services de police. Donc, il avait été important aussi de pas complètement se cacher en disant ils viendront jamais vous voir. C'était arrivé, et les collaborateurs, entre guillemets, avaient déjà un certain nombre d'éléments de réponse à pouvoir apporter. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le porte-parole là. Le cabinet de gestion de crise, communication de crise, il apparaît pas, il n'est pas là pour ça du tout. Il est là pour travailler à strat, pour préparer les éléments, pour accompagner les dirigeants, pour accompagner le quotidien, mais il ne doit pas, il ne faut pas qu'on le voie, enfin, il ne doit pas prendre la place de l'exécutif qui, lui, doit jouer son rôle. Un avocat, c'est très bien, mais ça aurait pu être aussi le patron qui dit, écoutez, là, il y a un truc, bon, on fait un town hall, vous pouvez poser toutes vos questions, évidemment, lui, on l'a préparé, il a tous les éléments, et voilà, mais c'est encore plus puissant ça doit être quelqu'un de l'entreprise. Par exemple, dans le cas de Danone, Faber est allé à la rencontre des Marocains. Il a fait une tournée du Maroc, un peu tardivement, etc., mais ça a peut-être contribué à ce qu'on... Il y a eu un certain nombre de maladresses, précisément. On avait fait le cas du boycott, mais parce que ça a été vu comme du néocolonialisme aussi, et non pas comme de l'empathie, mais comme de l'arrogance. Les braves gens, je vais aller m'inviter chez vous, comme autant de. Je faisais ça, c'était Giscard. C'était Giscard. Ouais, voilà. Mais bon, effectivement, Faber incarne énormément sa stratégie de communication de crise. Nous arrivons au terme du délai qu'on s'était mis. Donc, encore merci à Emmanuel de nous avoir éclairé, conseillé et fait des recommandations sur ce sujet qu'on voit bien est multiforme, complexe, et surtout qui peut arriver de façon non prévue, et donc il faut être capable de réagir très rapidement, au moins en termes de mise en fonction et de mise en mouvement des différents organes de l'entreprise. Et bien évidemment, comme dans toutes les crises, quel que soit le sujet, si on s'y est préparé, entraîné, on a quelques réflexes, et ça permet quand même de mobiliser plus rapidement les énergies, essentiellement internes de l'entreprise, on l'a compris. Mais il y a aussi des spécialistes, et l'entreprise sait bien se faire entourer de spécialistes quand il faut. Et donc, ça me paraît également une bonne chose de se faire épauler. Et si en plus ce spécialiste, on le connaît un peu avant, c'est un petit peu mieux, plutôt que la première chose de faire, comme on le voit de temps en temps, de prendre Google, communication de crise, et de voir apparaître des prestataires. Parce que là, ça c'est déjà, à mon avis, pas très bien parti. Merci à tous. Il y avait une question sur le PowerPoint. C'est aussi un sujet multi-commission, puisqu'on a déjà abordé avec la RSE, on avait reçu la plateforme de lanceurs d'alerte africains, quand elle a été montée. Et également, dans le cadre de la commission sûreté, on a parlé de gestion de crise. Et donc, c'est vrai que c'est un sujet de comité de direction, de comité exécutif dans les entreprises. Et donc, c'est un sujet à préparer avec vos collègues aussi,
très transversal. Oui, exactement. Et la compliance peut jouer son rôle avec les process de réception et de traitement des alertes. Vous avez une porte d'entrée pour traiter de tous ces sujets-là, parce que vous pouvez être amené, dans le cadre d'une alerte, à avoir une information énorme et qu'il faut surtout pas minimiser. Donc, la compliance, autour de tous les autres acteurs de l'entreprise, en interne et en externe, a tout à fait son rôle à jouer. Donc, merci à tous. Un dernier point sur justement la compliance, parce qu'on est en train de monter là un gros exercice qui doit mobiliser le conseil d'administration et le comité de direction, le COMEX, d'un très grand groupe. Et le problème des gens de la holding, c'est que souvent, ils ne sont pas concernés par la crise, parce que ça va être un défaut produit là, une usine ici, enfin, eux sont au-dessus. En revanche, le sujet de la compliance, je peux vous dire que là, ils sont complètement dedans. Et si vous voulez les motiver, les mobiliser, un COMEX, un conseil d'administration, c'est vraiment par là qu'il faut rentrer pour faire comprendre un certain nombre de choses. Merci à tous les participants. Merci de votre attention. Prochaine commission éthique et conformité fin janvier, en espérant qu'elle puisse se faire en présentiel, mais pour l'instant, c'est l'avenir qui nous le dira. On vous tiendra au courant. Le sujet n'est pas complètement arrêté, mais n'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer les sujets ou les thèmes sur lesquels vous voudriez qu'on fasse une commission. C'est les sujets qu'on préfère parce que c'est les préoccupations que vous rencontrez en direct. Donc, n'hésitez pas à le faire. Petite information que j'ai essayé de vous passer en début, mais j'avais le sifflet entre guillemets qui était coupé, donc je vous la passe maintenant. On va lancer un nouveau groupe de travail autour de la commission sur un sujet de la compliance, comme on l'a fait l'année dernière sur les résistances qu'on pouvait mettre en place contre les sollicitations, et comme on l'a fait cette année sur comment travailler avec des intermédiaires en Afrique. Donc, le sujet est encore à la discussion. Donc, là encore, si vous avez des préoccupations, des sujets sur lesquels vous voulez qu'on travaille et qui peut donner lieu à un ouvrage édité par le CIAD, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations, parce que là encore, ce sont les sujets que l'on préfère, puisque ça nous permet de répondre et de vous apporter tous les éléments de réponse à vos préoccupations. Merci à tous, à très bientôt, et bien évidemment, on vous envoie la présentation et vous nous retrouvez tous sur la chaîne YouTube du CIAD. À bientôt. Au revoir. Très bonne fête de fin d'année. Et bon Noël. Bon Noël. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez.